Le 8 mai 2021, Aiden Fuji, âgé de 14 ans, a tué une fille nommée Tristine Bailey, âgée seulement de 13 ans. Bienvenue dans un nouvel épisode de Cursen. Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un meurtre commis par un enfant de 14 ans et qui, vous allez voir, est rempli de rebondissements, d'horreur et d'aucun remords. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et mettre un petit like à cette vidéo et puis nous, on est parti. Générique. Bon, avant de commencer de parler de la chronologie des faits, parlons plutôt des protagonistes de cette histoire macabre. Aiden Fuji et Tristine Bailey. Malheureusement, on a très peu d'informations sur eux, vu que ça reste des mineurs. Par contre, les seules choses qu'on peut dire, c'est que les deux se connaissaient depuis un certain moment, puisqu'ils allaient à la même école secondaire du comté de St. John's à Jacksonville. Nous savons aussi que Tristine était une pom-pom girl à son école. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ces deux personnes. Tristine a été vue avec ses camarades de classe lors de l'événement Food Truck Friday de Durbin Crossing. Sa mère a déclaré que les parents d'un ami les ont conduits à l'événement et puis ils les ont récupérés par la suite. Tristine a envoyé un message texte à un numéro d'indicatif régional 407 et c'était la dernière fois qu'elle a utilisé son téléphone. La famille Bailey est arrivée à la maison après être allée dîner puis avoir rendu visite à l'une de leurs filles adultes. La sœur de Tristine, Sabi, a vu Tristine parler pour la dernière fois avec un homme blanc inconnu portant une casquette de baseball blanche à l'envers lors d'un chat vidéo dans le garage vers minuit. Elle portait à ce moment-là ce qu'il croyait être une chemise blanche et une sorte de short sombre. Les enregistrements du téléphone portable obtenus par AT&T montrent que Tristine avait un appel vocal entrant à partir d'un numéro de téléphone indiqué plus tard comme étant celui de Aiden Fuji. D'office Tree Epser Tree, qui est donc, malheureusement, il y a très peu d'informations sur lui. Ça pourrait très bien être une connaissance ou bien un ami des deux personnes, mais j'ai très peu d'informations. Tree a dit que Tristine et Fuji ont quitté sa maison après avoir traîné tard le samedi soir. La vidéo de surveillance du Durbin Crossing North Hamilton Center, cette vidéo de caméra de surveillance a été obtenue par les détectives d'un résident du quartier, Dr. Larry Schauberg. Et ce qu'on peut voir justement, ce sont deux personnes qui marchent devant l'entrée principale vers l'est sur le trottoir du Satterlestone Drive. L'un des sujets semblait porter un sweatshirt à capuche de couleur claire et une paire de chaussures blanches avec une sorte de pantalon Nike noir. Le deuxième sujet semblait beaucoup plus petit que le premier sujet et portait une chemise de couleur claire et des chaussures noires. Les frères et sœurs de Tristine sont allés la réveiller alors qu'ils préparaient le petit déjeuner de la fête des mères. Ils ont découvert qu'elle avait disparu. La famille Bailey a fouillé la maison et les environs immédiats à la recherche de Tristine, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Forrest Bailey, le père de Tristine donc, a fouillé la zone du centre, mais n'a pas trouvé Tristine. Stacy Bailey, la mère de Tristine, a appelé le 911, qui est le numéro d'urgence aux États-Unis, qui, en même temps, est le même au Canada. Voilà, c'est un petit fun fact supplémentaire, comme ça vous le savez. Stacy semblait bouleversée et désemparée. Voici un petit résumé de l'appel qu'elle a passé au 911. Stacy a demandé un agent et a déclaré qu'un de ses enfants avait disparu. Elle a déclaré que sa petite fille de 13 ans, Tristine Bailey, elle mesurait environ 5 pieds 4 et pesait 130 livres et qui fréquentait l'école secondaire. Elle a aussi déclaré que Tristine avait été vue pour la dernière fois vers minuit par un autre de ses frères et qu'elle était censée dormir dans sa chambre. Elle a rajouté en disant à sa connaissance que Tristine ne s'était jamais faufilée hors de la maison auparavant.
et que le téléphone de Tristine n'était pas dans sa chambre. Et lorsqu'on appelait Tristine, ça tombait automatiquement sur la messagerie vocale. Elle a notamment rajouté que les emplacements du téléphone de Tristine et de Snapchat étaient désactivés. Elle a aussi rajouté que un des amis de la famille avait Tristine sur l'application Life360, qui est une application qui permet de géolocaliser quelqu'un. Mais Tristine avait cessé de partager sa position, donc impossible de la retrouver. Stacy a notamment rajouté que Tristine avait récemment commencé à traîner avec des amis dans le quartier et avait participé à des activités de cheerleading pour 3 équipes de cheerleading différentes. Tristine ne semblait pas contrariée avant d'aller se coucher, qu'elle était debout ces derniers temps et qu'elle allait souvent dans sa chambre. Tristine n'a jamais rien dit sur le fait de vouloir partir ou de se faire du mal à sa mère et que la seule chose que Tristine ait jamais dite, c'est qu'elle avait l'impression de ne rien faire de bien. Stacy a déclaré que Tristine ne prenait aucun médicament contre la dépression ou l'anxiété et que Tristine n'avait pas de petite amie. Tristine communiquait avec plusieurs amis de l'école. Elle a notamment rajouté aux policiers en disant que Tristine avait été découverte disparue ce matin après qu'un frère ou une sœur soit allé la chercher pour le petit déjeuner. Kurt Hannon, qui est adjoint shérif dans le comté de St. John's à Jacksonville, a ordonné un ordre de ping pour que le téléphone portable de Tristine qui soit géolocalisé, croyant que le téléphone serait probablement avec elle. Le détective Robert Maloney et le détective Liam Stake ont interviewé Tree et il a dit que lorsque Tristine est venue chez lui, elle s'est faufilée du côté nord de la maison pour éviter les caméras de sécurité. Il a rajouté en disant que Tristine et Hayden avaient quitté la maison ensemble en même temps. Maloney a ensuite interviewé Fuji à son domicile au Catstoldale Court avec le consentement de sa mère, Crystal Smith. Hayden a montré à Maloney où lui et Tristine sont allés après avoir quitté la maison de Tree. Hayden a déclaré qu'après que lui et Tristine sont partis de la maison de Tree, ils ont marché jusqu'à North Durbing Parkway et Hayden a déclaré que Tristine avait ensuite tourné sur Clusterbane Drive pour se rendre chez elle. Il a rajouté en disant qu'il était arrivé chez lui environ entre 3h et 3h30 du matin. Maloney a demandé à Hayden de clarifier son calendrier car il semblait étrange qu'il fasse environ 2 heures à Hayden pour marcher de la maison de Tree jusqu'à sa maison. Donc c'est littéralement impossible. Puisque si on se réfère à Google Maps, la distance de marche aurait été d'environ 400 mètres, soit environ une marche de 28 minutes. Donc ce qu'il a dit ne se tient pas du tout debout. Hayden par la suite a changé sa version des faits et a déclaré que lui et Tristine ont continué de marcher vers le nord le long Durbing Parkway et se sont bagarrés entre guillemets après que Tristine aurait attrapé son pénis. Il a déclaré par la suite qu'il avait poussé Tristine sur le sol et ce qui l'a amené à se frapper la tête. L'incident s'était produit près du bloc 600 de North Durbing Parkway et il n'était pas sûr si Tristine s'est levée parce qu'il avait le vertige après avoir fumé de la marijuana plus tôt chez Tree. Il a rajouté qu'après l'incident avec Tristine, il s'est promené seul pendant un moment. Il a également dit à un détective que Tristine pourrait être avec un trafiquant de drogue âgé de 20 ans avec lequel elle communiquait sur Snapchat ou qu'elle pourrait être probablement sur un chemin du centre commercial du Nord connu pour la consommation de drogue chez les adolescents. Sur la base des déclarations de Fuji, Maloney croyait qu'un crime avait pu se produire et a informé Fuji de ses droits. Justin Hackerman de l'unité spéciale d'aide aux victimes est intervenu au 334 Promenade Sanctuary pour entrer en contact avec des amis de Tristine, qui est donc Samantha et Lena Creel. Justin a déclaré que personne n'était à la maison et qu'il a pu parler seulement avec Jerry Creel, le père de Samantha et Lena, par téléphone. Jerry a déclaré que Lena avait contacté d'office plus tôt et qu'il lui avait dit que Tristine et un autre garçon s'étaient faufilés au milieu de la nuit et traînaient autour du centre commercial. D'office a déclaré que Tristine et Hayden sont rentrés chez eux, mais que Tristine allait passer du temps avec un trafiquant de drogue de 22 ans nommé Carlo.
Le sergent Christopher Alexander, qui est donc le superviseur de la patrouille, a identifié le numéro de téléphone cellulaire de Tristin avec le fournisseur de services AT&T. Ramona Davis, le chef de corps de communication de SJSO, a commencé à transmettre les résultats du localisateur mobile, le ping donc, par courriel. L'emplacement montrait un rayon de 2500 mètres de cet emplacement central, ce qui fait donc placer le centre du rayon dans une zone boisée au sud de la pépinière Loop, située au 4842 Racetrack Road. Mais malheureusement, le signal n'envoyait plus rien. Kurt Hannon a soumis une demande urgente de 30 jours d'appel et de détails textuels de Tristin pour tenter d'identifier un modèle de sa communication. Tout écart récent par rapport à ce modèle et tenter d'identifier toute personne avec laquelle Tristin aurait pu avoir un contact le soir du 8 mai au matin du 9 mai. Kurt Hannon a reçu l'appel demandé pour les enregistrements détaillés du texte d'AT&T pour le téléphone portable de Tristin. Mais malheureusement, il n'a pas pu les ouvrir en raison des complications techniques. Il s'est ensuite rendu au centre de commandement unifié situé au parc des anciens combattants. Kurt a reçu un email de SJSO. En communiquant à l'intérieur du email, il y avait une pièce jointe de photos d'un message Snapchat. Le message Snapchat représentait Hayden Fuji sur le siège arrière d'une voiture de patrouille prenant un selfie sous lequel on pouvait lire « Hey les gars, quelqu'un a vu Tristin récemment? » That's in a cop car, cuz. Tripping, dude. We're having fun in a fucking cop car. Yep. Tristan. What's up, guys? Tristan, if you fucking walk out the damn... When you see this in a month. Kurt a informé à ce moment-là la chaîne de commandement et l'équipe d'enquête du message Snapchat et a demandé que le téléphone d'Hayden soit saisi car il contenait probablement des preuves liées à cette enquête. Le sergent Thomas Marmot de l'unité spéciale des victimes à l'aide du Florida Department of Law Enforcement Missing a demandé une alerte d'enfant, une alerte Amber, qui est justement une alerte lorsqu'un enfant a disparu. On lance une alerte Amber. Les autorités ont pu ouvrir les enregistrements d'appels d'urgence et des détails pour Tristin. Ces dossiers indiquaient que les derniers appels sortant de Tristin avaient eu lieu le 7 mai 2021 vers 21h de sa sœur. Malheureusement, aucun détail n'avait été trouvé concernant un appel ou des textos envoyés pour le 8 mai. Le reste des enregistrements d'appels ou des détails de textos étaient tous des appels entrants qui ont été tous commencés au moment où Tristin avait disparu. Le détective Peluso a mené des entretiens audio enregistrés avec la famille Bailey. La famille Bailey a déclaré qu'elle n'était pas au courant de la fuite de Tristin avant cet incident. Le détective a rajouté qu'ils avaient des informations supplémentaires selon lesquelles Tristin avait peut-être été impliquée dans une activité illégale et qu'elle craignait d'être attrapée et voulait s'enfuir. Le détective Kenneth Carter et le détective James Giamarinaro se sont rendus au Cloister Bain Drive à la recherche de témoins possibles et de vidéos de surveillance. Le bureau du shérif a reçu un appel de Daniel Hart qui l'a informé qu'il avait localisé ce qui semblait être une femme décédée, identifiée plus tard comme étant celui de Tristin Bailey. Le détective Robert Neighbird a déclaré Tristin décédée à 18h15. Tristin était située dans une zone boisée à environ 80 pieds de l'étang de rétention le plus au sud de la pépinière d'Urbine Creek, située au 4286 chemin Racetrack. Tristin était allongée sur le côté droit, la tête pointe vers l'est
et les pieds vers l'ouest. Les jambes droites de Tristan étaient légèrement pliées au niveau du genou et sa jambe gauche était pliée à un angle de 90 degrés au niveau du genou. Le bras droit de Tristan était tendu avec une légère flexion au coude et son bras gauche était plié au coude avec sa main qui touche son menton. Je rentre assez dans les détails, mais c'est important puisque c'est pour vous faire visualiser comment était située la scène. Tristan portait un chandail Victoria's Secret noir avec le mot pink dessus, un pantalon noir de marque Nike et des chaussures noires et blanches de marque Vans. Les cheveux de Tristan semblaient être emmêlés et de couleur rouge, qui semblait être du sang, et Tristan avait des multiples blessures par force aiguë sur les mains, les bras et le cou, et semblait avoir d'autres blessures et traumatismes de force aiguë au dos, évidentes par les trous dans son chandail. Hayden a été livré au CID et placé dans la salle d'interrogatoire qui a enregistré à la fois l'audio et vidéo. Le père d'Hayden, Jason, et sa mère Crystal étaient présents dans la pièce avec Hayden. Durant l'interrogatoire, ses deux parents ont fait plusieurs commentaires conseillant Hayden de ne pas parler de toute implication possible qu'il aurait pu avoir. Ils ont également informé Hayden que la pièce était enregistrée. Crystal et Jason ont posé des questions à Hayden sur l'incident, auxquelles Hayden a répondu. Ils ont également conseillé Hayden de ne pas parler avant l'arrivée de son avocat. Crystal a ensuite informé Hayden que la jeune fille faisant référence à Tristan avait été retrouvée dans leur quartier, dans la rue principale. Hayden a demandé « Est-elle bonne ?» Crystal a répondu « Non, elle est morte. C'est pourquoi c'est très important, tout est sur toi en ce moment. » Hayden a répondu « Comment est-ce mon problème? J'ai envie de frapper lui. » Hayden a déclaré que Tristan avait crié son nom et qu'il l'avait poussé. Lui avait dit « F*** off » et qu'il s'était éloigné. Hayden a déclaré que Tristan était probablement parti parce qu'elle n'était plus à côté de lui et qu'il ne regardait pas en arrière. Jason a demandé s'il y avait quelque chose à craindre. Hayden a indiqué non. Crystal a informé son fils que leur maison était fouillée. Jason a demandé à son fils pourquoi il était humide ou mouillé quand il est entré à la maison. Il a dit qu'il était mouillé à cause de l'eau d'une tasse qu'il avait renversée sur lui-même. Jason a pressé Hayden sur la façon dont il était mouillé. Hayden a déclaré qu'il était tombé. Le détective Thompson est entré dans la salle d'interrogatoire et a demandé le consentement de Jason et Crystal pour prélever un égouvillon buccal d'ADN. Des photographies et des prises d'empreintes ont été prises. Crystal a dit qu'ils allaient attendre l'arrivée de leur avocat. Les détectives, en fouillant la maison d'Hayden, ont trouvé des vêtements ensanglantés et des baskets dans la chambre de Fuji. Ils auraient également trouvé un cahier de lui avec des dessins de nature violente. Certains dessins avaient un élément satanique. Ils auraient également trouvé un dessin sur le bureau de Fuji d'une femme nue avec du sang jaillissant de ses bras qui avait été coupé. La femme avait des X en rouge sur ses parties intimes. Deux des amis d'Hayden ont déclaré aux enquêteurs qu'il leur avait dit à plusieurs reprises qu'il voulait tuer quelqu'un et en le poignardant ou en lui tranchant la gorge. L'un des amis d'Hayden a aussi déclaré aux enquêteurs que Fuji avait dit s'il tuait quelqu'un, cela allait être planifié, il trouverait une personne au hasard marchant la nuit, la traînait dans les bois et la poignarderait. Selon le rapport du médecin légiste, Tristan Bailey a été poignardée 114 fois, dont 35 à la tête et au cou. Elle a riposté, cependant, comme en témoignent 49 blessures défensives au bras, au torse et à la poitrine. Ce que nous savons pour l'instant, c'est que Hayden a été jugé devant la cour d'adultes et non d'enfants, vu la gravité du meurtre. Le 2 février 2022, donc il y a quelques semaines, a eu lieu le moment où le juge a fixé la date du procès, parce que oui, malheureusement, ce cas n'est pas encore conclu. Le procès aura lieu le 7 novembre prochain. Je vous tiendrai au courant, évidemment, dans l'onglet communauté de la chaîne, donc restez connectés. J'ai oublié quelques informations durant le tournage que j'aimerais rajouter ici en voix off. Premièrement, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un article qui parlait que la mère aurait nettoyé les vêtements ensanglantés, ce qui fait qu'elle a effacé des preuves et donc les policiers l'ont arrêtée. Et il y a même, pendant que je vous parle, une vidéo qui montre la mère d'Hayden en train de nettoyer les vêtements de son fils. Autre information, Hayden Fuji a passé en audience lors de son arrestation et il a évoqué qu'il parlait avec les démons.
bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Personne ne le sait. Voilà pour les petites informations supplémentaires que je voulais ajouter au montage de cette vidéo. Voilà, c'est ici qu'on se laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-le moi savoir en mettant un petit like à cette vidéo et puis de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage énormément. Prenez soin de vous, à bientôt.